Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de novembre et je vous retrouve avec mon pull plaid parce qu'il fait froid, voilà. Et je suis là pour vous parler de mes lectures du mois de novembre et ça a été des lectures très intéressantes. Très différentes, encore une fois. Voilà, apparemment, je ne tombe jamais dans la routine. Et des lectures qui ont entraîné pas mal de réflexions. Donc c'est parti. Je vais commencer par le seul livre audio que j'ai écouté ce mois-ci, qui est en fait un podcast mis sous forme de livre sur Audible. Il s'agit de Mortel, regardez la mort en face de Taous Merakchi. Donc de Taous Merakchi, j'ai écouté en livre audio aussi Vénère, que j'avais trouvé très très intéressant. J'adore la voix de Taous Merakchi, et par sa voix, je veux pas dire... Enfin, si, j'aime bien sa voix quand elle parle, parce que j'ai l'habitude d'écouter ses podcasts, etc. Mais je veux dire sa voix par... ce qu'elle a à dire, ce qu'elle exprime et comment elle exprime. Dans Mortel, elle livre des choses assez personnelles par rapport à la mort de son père et comment elle-même a vécu son deuil, mais aussi du coup les questions de mortalité et de ce que ça fait de savoir que l'on va mourir un jour. Donc à travers ce podcast, elle explore différentes questions autour de la mort, différents aspects, et elle interroge plusieurs spécialistes de différents sujets. Donc on fait vraiment un gros tour autour du sujet de la mort pour essayer de... Alors pas de dédramatiser ça un petit peu, mais peut-être de un peu mieux comprendre et mieux accepter et avoir un meilleur rapport avec la discussion autour de la mort. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, surtout que, alors, le podcast est sorti il y a un petit moment, mais le livre sur Audible est sorti début novembre, il me semble, ou fin octobre peut-être. En tout cas, il est sorti il y a peu. Ou alors il m'a été proposé sur Audible en livre favori à ce moment-là, je sais pas, mais le timing était plutôt bon, puisque c'est une période entre voilà fin octobre et mi-fin novembre, c'est une période où j'ai plusieurs anniversaires de décès autour de moi. Des décès que je n'ai pas forcément très bien gérés à l'époque, des deuils qui laissent encore des traces aujourd'hui. Donc le sujet de la mort et du deuil qui sont quand même plutôt bien présents dans mon esprit à cette période-là, ce qui a fait que le podcast est arrivé au bon moment. Et j'ai adoré suivre Taous Merakchi au fil de ses interrogations, de ses discussions et de ses points de vue extrêmement différents les uns des autres qui viennent apporter... Enfin, on va parler de spiritualité, on va parler de sexualité, on va parler de deuil, on va parler de perte d'animaux. Vraiment, le podcast explore plein de choses différentes et permet vraiment d'ouvrir une discussion et une réflexion et de venir se dire que on peut parler de la mort et que en fait parfois c'est même nécessaire d'en parler, surtout avant qu'elle vienne frapper à sa porte, parce que ça permet de mieux gérer peut-être son deuil, ou de mieux accepter qu'on ne peut pas gérer son deuil, ou que ça va être difficile, ou que ça va prendre du temps, et qu'il n'y a pas qu'une seule façon de gérer son deuil, etc. Enfin voilà, plein de questions autour de la mort que j'ai trouvé très très intéressant. Et c'est un podcast que je vous recommande, que vous ayez perdu un proche ou non, que vous ayez peur de la mort ou non, je trouve qu'il y a plein d'éléments très intéressants qui sont abordés dedans, et donc c'est un podcast qui peut être pour tout le monde. Donc voilà pour ma première lecture. J'ai commencé assez fort dans le mois, et puis ensuite je suis partie sur de la fantasy, puisque j'ai lu Le Feu de la sorcière, donc le tome 1 des Bannis et des proscrits de James Clements. C'est une saga qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. J'ai les 4 premiers tomes, il me manque le 5e uniquement pour compléter la saga. Donc j'avais 4 tomes sur 5, mais toujours pas lu. C'est de la fantasy avec une histoire encastrée dans une histoire, encastrée dans une histoire. On va suivre un royaume qui a connu un basculement il y a plusieurs centaines d'années, et la vie d'une jeune fille qui n'a rien demandé à personne, mais qui va basculer le jour où elle a ses premières règles, parce qu'apparemment c'est important dans le livre, les règles. Et tout est lié à une prophétie, ou plutôt à plusieurs prophéties qui vont se réunir autour d'elle, et qui vont venir réunir autour d'elle plusieurs personnages d'horizons très différents les uns des autres. Et on se retrouve avec une équipe très hétéroclite, et chaque personnage a ses raisons d'être là. Et donc en fait, dans ce premier tome, on va suivre la mise en place de cette équipe, les différentes personnes, la manière dont ils vont arriver autour de ce personnage, donc qui s'appelle Elena. Alors, j'ai ma mère qui m'a appelée pendant que je vous parlais, donc je ne sais pas exactement où j'en étais, parce que oui, je réponds à ma mère quand elle m'appelle pendant que je tourne mes vidéos, parce que c'est ma mère. Donc je ne sais plus ce que je vous disais. Elena, le groupe autour d'elle, beaucoup de prophéties. On a vraiment tous les éléments de la fantasy classique dedans. Et la première couche, entre guillemets, de l'histoire est écrite par un homme qui traduit un parchemin, qui a aussi été écrit par un homme. Et ça se sent que c'est écrit par des hommes. Voilà. Notamment pour un truc, c'est ce qui m'a fait sourire, on va dire, dans ma lecture. C'est-à-dire qu'apparemment, ces hommes ont une fascination pour les règles. Voilà. J'ai carrément fait un post-it
enfin une couleur de post-it ici pour les règles, pour le nombre de fois où c'est mentionné dans ce premier tome. Et en fait, c'est mentionné un moment, et ensuite ça disparaît. Et clairement, l'homme qui a écrit ce livre ne sait pas grand-chose sur les règles. Donc pour contexte où les règles sont mentionnées, entre autres, c'est pour dire que les femmes et les sorcières notamment sont dangereuses parce qu'elles ont leurs règles et que leur magie est liée au sang de leurs règles et ce genre de choses. Et alors, pour le coup, voilà, le fait que les sorcières soient vues comme des abominations et des malédictions et des personnes à fuir et voilà, qui sont le mal, c'est remis en question par certains personnages, et j'ai trouvé ça intéressant, la façon dont c'est fait, où on nous dit clairement que si c'est écrit comme ça dans les textes, c'est parce que les textes sont écrits par des hommes, et que les hommes ont peur des femmes. Globalement, et ça, c'est plutôt réaliste, c'est plutôt en accord avec la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, autre élément en rapport avec les règles, c'est que Elena a ses premières règles, donc Elena a 12 ans, et l'histoire démarre quand elle a ses premières règles, parce que c'est là que ses pouvoirs se déclenchent. Et la manière dont ces premières règles sont décrites, et la suite de ce qui va avec, ne sont pas très réalistes. C'est-à-dire, enfin, voilà. Et puis surtout, on n'en entend plus jamais parler. C'est-à-dire qu'elle a ses règles 1 minute, et puis après, c'est fini. Genre, elle est obligée de fuir, de partir à cheval, de partir sans vêtements de rechange, sans rien. Mais c'est pas grave, elle ne saigne plus, apparemment, et avec le temps qui passe, elle n'a plus à nouveau ses règles. Enfin, ok, les règles selon les hommes. Donc voilà, bon, c'est un détail, puisque au bout d'un moment, on n'en parle plus du tout. Et apparemment, ça n'a plus d'importance. Ça avait l'air d'en avoir beaucoup au début, et puis ça disparaît juste. Donc ça m'a amusée, parce que c'est vraiment typique de une femme écrite par un homme. Donc, qui essaye de faire genre il y connaît quelque chose, et puis finalement, oui, il y connaît quelque chose, mais pas non plus des masses. Donc voilà, ça m'a amusé, ça m'a fait rire, ça m'a pas empêché d'apprécier beaucoup l'histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Elena et ses réactions, puisqu'elle elle est en panique complète à des moments, et c'est complètement réaliste. Elle ne devient pas tout de suite quelqu'un avec des pouvoirs de fou et qui peut régler toutes les situations d'un coup ou pile au moment où on en a besoin. Non, elle panique. Elle pleure, elle a besoin de son grand frère, elle a besoin qu'on l'épaule et qu'on lui explique ce qu'elle doit faire. Enfin voilà, c'est une enfant de 12 ans, quoi. On ne l'oublie pas. Même s'il y a il y a une grosse évolution au fil du tome, parce que en fait, il y a tellement de choses qui lui arrivent que forcément, elle n'a pas d'autre choix que de s'adapter très rapidement et d'évoluer rapidement, mais avec les personnes qui l'entourent. J'ai beaucoup aimé l'équipe qui se met en place autour. Et la façon dont c'est fait, et la façon dont ça vient aborder plein de thèmes différents et plein de peuples différents. Donc voilà, très intéressant. Même si, alors ce n'est pas parfait, mais alors il y a un bon rythme, il y a des personnages intéressants, notamment le montagnard, pour qui la vérité est très très importante. Le lien avec la nature de certains personnages, etc. Il y a des éléments très intéressants. Par contre, j'ai trouvé que c'était assez manichéen. On a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, avec certaines parties qui sont expliquées, mais vraiment très manichéen, peut-être un petit peu trop. J'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de prophéties, voire un peu trop de prophéties. J'ai bien aimé que l'un des personnages à un moment dise oui, on va peut-être pas vivre notre vie en fonction de ces prophéties. Donc, et puis il y a matière à interprétation de tous ces augures. Donc j'ai bien aimé que ça se soit un peu called out à un moment donné, parce que ça commençait à faire beaucoup de prophéties qui guidaient la vie des gens en fait. Donc trop de prophéties, mais un petit rappel, enfin une petite dénonciation par rapport à ça. Il y a aussi une tentative de dénonciation de la lâcheté des hommes qui, juste par peur, ne peuvent pas imaginer une femme avec des pouvoirs qui soient autres que maléfiques. Il y a une tentative de dénonciation qui est faite, et j'attends de voir ce que ça donne pour la suite. Par contre, et ça c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup trop de livres, j'avais eu ce même problème avec The Witcher, donc le sorceleur de Andrzej Sapkowski, où il y a une sexualisation de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un moment, la gamine, elle a 12 ans, hein. Donc vraiment, c'est une enfant, elle a 12 ans, elle vient d'avoir ses premières règles. Enfant. Et à un moment, dans une situation de combat, l'un de ses ennemis l'attrape, est obligé de l'attraper en lui saisissant la poitrine. Genre, pourquoi? Et vraiment d'insister sur le fait que il l'attrape par la poitrine, par les seins, pour venir lui malaxer les seins ou je sais pas quoi. Genre, non, vraiment ce détail-là, qui est vraiment un détail dans la lecture en plus, et ça n'apporte strictement rien au texte. Non, on va s'en passer de la sexualisation d'une enfant.
Non merci. Donc ça ne m'empêche pas de poursuivre ma lecture, j'attends de voir ce que ça donne sur le tome 2 et la suite. Donc voilà, une bonne fantaisie avec ses défauts. Ensuite, une lecture très très courte, j'ai lu The Wood at Midwinter de Susanna Clarke, donc l'autrice de Piranesi et Jonathan Strange and Mr. Norrell, donc deux romans de Dark Academia que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai adoré retrouver sa plume, c'est très poétique, c'est très doux, c'est très beau, c'est très eerie, très... pas spooky, mais un peu féerique, un peu magique, une ambiance très envoûtante que j'ai beaucoup aimée. Et donc on va suivre une jeune fille qui est un petit peu particulière, qui parle à ses animaux, qui en a beaucoup trop aux grandes dames de ses parents, et qui ne fait pas la différence entre une église et une forêt, et qui, voilà, on la suit un jour où elle va dans cette forêt, et je ne veux pas trop en dire parce que, vu la taille du livre, rien qu'en vous disant ça, je vous ai raconté la moitié de l'histoire. Donc l'édition que j'ai est très très belle, avec de très belles illustrations. Mais c'est une histoire qui est très courte. J'avoue que si j'avais pas autant aimé l'autrice, j'aurais regretté d'avoir acheté le livre parce que vraiment très court, très très court. Et la fin donne un goût de pas assez, où on se dit on démarre tout juste, on peut pas s'arrêter là. On a vraiment envie d'en connaître plus sur l'histoire, sur les personnages, sur l'environnement. On a envie d'une histoire beaucoup plus longue. Ça donne l'impression d'avoir plus une introduction à l'univers qu'autre chose. Donc voilà, j'ai eu un petit goût de pas assez quand je l'ai fini. Et voilà, je l'ai trouvé un petit peu trop court. Par contre, j'ai trouvé que l'univers était très, comme je disais, très féerique, très envoûtant. Et j'ai beaucoup aimé ça. Si vous ne voulez pas l'acheter, mais que vous voulez quand même connaître l'histoire, je vous mets le lien en barre d'infos d'une lecture du texte sur la BBC. Donc c'est un texte, c'est une lecture qui est gratuite. Hein, je ne vous donne rien qui soit illégal. C'est gratuit, c'est offert. Donc voilà, je vous mets ça. Et quand je vous dis qu'il est court, c'est qu'à la fin, on a toute une partie qui est en fait un afterword de l'autrice. Elle explique entre autres que le village qui est mentionné dedans, il y a toute une histoire dessus dans une note de bas de page de Jonathan Strange and Mr. Norrell, ou du moins il était censé y avoir une note de bas de page qui a fini par sauter parce qu'il y avait trop de notes de bas de page. Donc au moment de l'édition, celle-ci a sauté. Mais donc, en fait, cette histoire est liée à l'univers de Jonathan Strange and Mr. Norrell. Donc voilà, c'était un petit détail en plus que je trouvais intéressant de connaître, plutôt sympathique. Mais voilà, une histoire courte, très hivernale, mais clairement trop courte. Ensuite, lecture rapide, courte, où il n'y a pas grand chose à dire, c'est Les Chasseurs d'Ombre, le guide ultime, donc en lien avec le monde de Mortal Instruments, c'est le guide du film. Donc je parle du film avec Lily Collins, donc pas de la série, vraiment du film, qui était excellent. Moi j'avais adoré ce film, j'ai été dégoûtée qu'il n'y ait pas de suite. Mais bon, voilà, ma coloc m'a donné ce guide parce qu'elle faisait du tri dans ses affaires et je l'ai lu. Je n'ai rien appris de particulièrement nouveau puisque je connais plutôt bien le monde de Mortal Instruments. Puisque j'ai lu les 6 livres de The Mortal Instruments, la trilogie The Infernal Devices, et j'ai commencé, j'ai lu le tome 1 de The Darkest Hours, et voilà, plus quelques petits hors-série par-ci par-là. Je connais bien le monde des Shadowhunters, on va dire, donc il n'y avait rien d'exceptionnellement nouveau, mais c'est un petit plaisir, voilà, d'avoir ça en rapport avec le film. Ensuite, on arrive à une lecture plutôt courte, mais intense, on va dire, puisque c'est Après nous, les oiseaux de Rachel Aslund. Donc je vais vous lire le résumé pour ne rien spoiler et pour partir dans la bonne direction. Dans un monde en ruine, 2 âmes ont survécu. Une jeune femme dont on ne connaîtra pas le nom et celle qui l'a élevée, âme à l'abri sur une île. Mais à la mort de cette dernière, la jeune femme décide de prendre la route pour affronter le vaste monde où la nature a repris ses droits. Commence alors le long chemin vers le littéral, seule, totalement seule, avec pour unique compagnie tous les oiseaux du ciel. Donc, dans ce livre, on va suivre donc ce personnage qui n'a pas de nom, et on suit ses pensées. C'est elle qui nous embarque avec elle. On est dans un monde post-apocalyptique où il y a eu un énorme événement dont on ne sait finalement pas grand-chose. On sait qu'il y a eu des incendies, qu'il y a eu une montée des eaux, que beaucoup de personnes sont mortes et que donc cette jeune fille et âme ont survécu par leurs propres moyens et se sont isolées, sont restées vraiment que toutes les deux et qu'elles ont vécu longtemps ensemble, des années ensemble, avec leurs traditions, leurs habitudes, des choses qu'elles ont mises en place pour survivre. Avec Am qui donc est plus âgée, donc sait plus de choses sur le monde d'avant et qui est le seul repère en fait pour la narratrice par rapport à ça. Et donc quand celle-ci disparaît, eh bien elle se retrouve seule dans un monde où il n'y a plus que la nature et notamment les oiseaux qui la passionnent. Et elle doit survivre. Et plutôt que de rester dans le lieu
qu'elles habitaient, elle décide de partir. Et on la suit sur le chemin, au fil de ses décisions et au fil de ses pensées. Et j'ai trouvé ça très... Alors, il y a un côté très mélancolique. Le poids de la solitude est très présent. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont abordées, notamment à travers la description de ce qui l'entoure. Ça nous fait nous questionner sur nos modes de vie aujourd'hui, sur le plastique, le goudron, tout ce qui fait notre monde actuel et ce que ça deviendrait si cet apocalypse se produisait. Et... la manière dont c'est décrit, on se dit, on pourrait même le mettre au futur. On ne sait pas exactement quelle est la cause des événements, enfin on ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, on voit une montée des eaux assez rapide, et ça c'est quelque chose qu'on voit et qu'on nous prédit depuis des années maintenant. Donc c'est post-apo, mais c'est quand même très réaliste. Et ça pose donc du coup beaucoup de questions sur ce que l'on fait aujourd'hui et comment on pourrait survivre. Et puis, forcément, comme on a avec un personnage qui est seul, il y a plein d'autres questions. Alors, il y a des passages que j'ai trouvés très intéressants où elle s'interroge sur les mots. Donc là, notamment, elle dit « Beaucoup de mots qui disparaissent ne reviennent pas. Elle les perd et ne sait pas comment elle va les retrouver. Parfois, elle oublie même qu'elle a oublié un mot, et alors, il est vraiment perdu. » Là, elle fait vraiment référence au fait que, quand on n'utilise pas les mots, ils disparaissent, et donc leur sens et tout ce qui va avec va disparaître. Et comme elle est seule, eh bien, elle n'utilise pas les mots. Et aussi, il y a des mots que Am trouve tout à fait normaux, qu'elle a l'habitude d'employer, qu'elle utilise au quotidien, enfin qu'elle utilise naturellement, et qu'elle ne connaît pas parce qu'elle ne se rappelle pas du monde d'avant. Et donc, ces mots que Am utilise n'ont pas vraiment de sens pour elle. Et on voit en fait le gouffre qui commence à se faire entre ces deux générations, et le vécu qu'elles ont, et l'utilisation des mots, et le sens des mots. Et voilà, il y a pas mal de moments comme ça où on réfléchit à ça, et il y a beaucoup de réflexions par rapport aux oiseaux, parce qu'elle est très attentive aux oiseaux. Bref, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui m'a un petit peu fait penser à moi qui n'ai jamais connu les hommes, que j'ai lu il y a quelques mois pour le book club de Little Bookshop, où c'est pareil, on va suivre une jeune femme qui, suite à un événement potentiellement apocalyptique, se retrouve seule dans le monde, à errer et à essayer de trouver des réponses. Il y a un petit côté, voilà, on retrouve cette même... parfois fait cette même oppression, cette même solitude, mais aussi cette même liberté des personnages. J'ai beaucoup aimé ce parallèle, j'ai beaucoup aimé retrouver ça, même si là, dans le cas de ce roman, il y a quand même beaucoup moins de quêtes de réponses, puisque autant dans... moi qui n'ai jamais connu les hommes, il y a vraiment cette question de comment ceci est arrivé et pourquoi. Là, elle ne se pose pas les questions, ça ne l'intéresse pas de savoir, ou peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle l'a vu venir, enfin que le monde a vu venir l'apocalypse, c'est ce qui s'est passé, mais du coup elle ne se pose pas de questions par rapport à ça, mais il y a tout le reste de la réflexion par rapport au sens de la vie, au but de la vie, où aller, que faire, pourquoi décider de certaines choses et pas d'autres. Tout ça, en fait, quand on se retrouve seul dans un monde où on ne croise personne d'autre à part des oiseaux, on se pose la question sur son humanité et le but dans sa vie. Donc j'ai trouvé cette lecture de science-fiction très intéressante et très douce. Je pensais que ça me prendrait plus de temps à lire parce que ce genre de roman où on a un personnage seul, ça a tendance à être assez lent. Et en fait, je l'ai vraiment dévoré parce que j'ai beaucoup aimé toutes les réflexions qu'elle se faisait et les questions qu'elle se posait. Et enfin, ma dernière lecture, c'est la lecture du book club de ce mois-ci chez The Little Bookshop. C'est And Then She Fell de Alicia Elliott. Donc, je l'ai lu en VO. L'autrice est native américaine et son personnage également. Donc, on est sur un own voice. Et ça vient donner énormément de poids supplémentaire à tout ce que le personnage de Alice vient nous raconter. Donc, dans cette histoire, on suit Alice. Alors, dans le résumé, on nous dit que Alice a tout ce qu'elle veut dans sa vie. Elle a la vie parfaite. Elle vient d'accoucher, d'avoir une petite fille. Elle a quitté la réserve. Elle vit avec un homme dont elle est follement amoureuse et qui est un universitaire et qui étudie la culture Mohawk, donc le peuple dont elle est issue. Elle vient d'emménager dans un quartier chic qui lui plaît beaucoup. Et les choses basculent, puisque des objets qui ne devraient pas lui parler commencent à lui parler et elle leur répond. Et le côté passif-agressif de ses voisins n'est plus si passif que ça. Donc il y a vraiment un côté menaçant qui vient se mettre en place. Le résumé laisse entendre que Alice, au début de l'histoire, est heureuse. Et qu'elle a enfin trouvé un sens à sa vie et qu'elle est enfin heureuse. Je n'ai pas eu ce sentiment. Parce qu'il y a le prologue avant. Dès les premières pages, on nous plonge dans le bain. Est-ce que c'est d'être une fille ou une femme? Est-ce que c'est d'être natif? Est-ce que c'est d'être une fille native dans une réserve?
Et c'est pas facile. Voilà, j'ai trouvé... en fait, j'avais envie de brûler le livre dès les premières pages parce que j'étais en colère contre le monde entier. Pour des choses qui ne me surprennent pas et que je ne découvre pas. Hein. C'est juste que c'était très brutal à lire dès les premières pages de ce roman, puisqu'il y a une sexualisation du personnage dès qu'elle est très jeune. Elle a 12-13 ans, elle est déjà sexualisée. Et toutes les jeunes filles de son âge le sont aussi. Et pour elle, c'est totalement normal. Et ça m'a indignée. Voilà, j'étais indignée. Et on la retrouve quelques années plus tard, une fois qu'elle est mariée et qu'elle vient d'accoucher. Donc l'accouchement est tout récent, son bébé est vraiment un nourrisson. Et alors, très clairement, on comprend que les années qui ont suivi le prologue et qui nous mènent à la situation où elle est mariée et soi-disant heureuse, n'ont pas été des années faciles. Elle est tombée dans l'addiction, elle a vécu une vie pas forcément évidente. Au moment où on reprend l'histoire, elle vient de perdre sa mère, peu de temps avant son accouchement, et donc elle n'est pas dans un état mental, moral très, très bon. Et très rapidement, on comprend que... Alors, en fait, elle essaye de se convaincre elle-même qu'elle est heureuse et qu'elle a fait les bons choix, mais en fait, elle essaye juste de survivre. Donc, même être mariée à cet homme soi-disant parfait, y avoir cette maison parfaite et cet enfant parfait, limite, elle ne fait que ça pour essayer d'avoir ce que le monde s'attend à ce qu'elle fasse. Enfin, elle ne fait qu'essayer de se conformer et elle porte un masque constamment. J'avais mal pour elle de voir que même dans sa relation avec son mari, elle porte un masque constamment. Face à ses voisins, c'est encore pire puisque c'est la seule non blanche de son quartier. Et c'était dur de voir qu'en fait, le résumé nous promet qu'au début de l'histoire, elle a tout ce qu'elle veut, alors qu'en fait, elle est déjà extrêmement malheureuse, mais elle ne veut juste pas se l'avouer, elle n'est juste pas capable de se l'admettre envers elle-même. Et puis au passage, on a aussi le fait qu'elle vient d'avoir un bébé, donc les premiers mois après un accouchement ne sont vraiment pas faciles. Elle souffre physiquement dans son corps des suites de l'accouchement, mais elle souffre aussi psychologiquement parce qu'elle est seule avec le bébé puisque son mari travaille et qu'il lui a demandé à ce que, en gros, ils se débrouillent que tous les deux et donc elle ne demande pas forcément l'aide de ses proches, donc sa famille, ses cousines, ses amis de la réserve qui au départ étaient présentes pour l'aider à s'occuper du bébé. En gros, son mari à un moment a dit non, mais maintenant il faut qu'on se débrouille tout seul parce qu'on veut être des bons parents. Et en fait, elle se retrouve toute seule. Et à partir de là, vraiment, les choses dégénèrent. Donc, on touche très clairement à la dépression postpartum, mais pour un personnage qui ne sait pas ce que c'est, qui n'en a jamais entendu parler et qui est tellement seule et isolée qu'elle n'a personne, enfin, elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle a toujours l'impression d'être une mauvaise mère, de mal faire les choses, et elle se met une pression de malade. Et en fait, plus cette pression augmente, et moins elle s'en sort. Et donc, entre la dépression postpartum et la fatigue, puisqu'elle ne dort absolument pas, eh bien, les choses commencent à vraiment dégénérer. Plus il y a des agressions de la part de ses voisins qui ont lieu. Vraiment, le racisme qui est présent dans ce livre m'a fait mal au cœur, m'a indignée, m'a énervée. Et en même temps, il y a tellement de traits, de défauts que j'ai reconnus. Cette lecture n'a pas été facile, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Ça a été très, très difficile parce que tout est mélangé et que tout est dur. D'ailleurs, j'ai l'impression que je me mélange un peu dans mes explications. Mais voilà, en gros, elle se retrouve seule, avec un bébé, avec du racisme au quotidien de la part de ses voisins, mais aussi de la part de son mari, qui ne s'en rend même pas compte et qui ne prend pas au sérieux les choses quand elle lui parle justement du racisme de ses collègues ou des voisins, etc. Et il ne la prend pas au sérieux. Et du coup, elle a l'impression qu'elle est folle, que c'est elle qui exagère. Elle se met à se questionner, à se remettre en question elle-même. Et c'est juste horrible parce que en tant que lecteur, on voit les choses qui sont passées, on voit que c'est... On sait que c'est du racisme et que ce sont des choses qui arrivent et que, en fait, elle s'est mariée avec un homme qui est raciste mais qui juste ne s'en rend pas compte et ne l'avoue pas, quoi. Donc, c'était très, très dur à lire. Et en plus de ça, donc, il y a une dimension spirituelle qui vient s'ajouter puisqu'on a tout ce qui est lié à la culture Mohawk où sa grand-mère avait certains pouvoirs et a priori, elle en a hérité. Sauf que, avec tout ce qui se passe dans sa vie et la dépression et le manque de sommeil et l'addiction et tout ce qui se passe dans son quotidien, il y a des moments où on se dit qu'il y a une paranoïa en plus qui s'installe et on ne fait plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est lié à son pouvoir et ce qui est lié à potentiellement un problème de santé mentale. Et ça va crescendo. Et c'est... Il faut s'accrocher, c'est costaud. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé parce que ça vient dénoncer beaucoup de choses, ça vient
traiter de beaucoup de sujets, notamment à travers, alors je peux pas trop en dire pour pas spoiler, mais à travers d'autres personnages, on va parler de tout ce qui est activisme pour les natifs américains, et j'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai oublié de préciser que ça se passe pas aux États-Unis mais au Canada, parce qu'on parle très souvent du traitement des personnes natives américaines aux États-Unis. Mais c'est pareil au Canada, hein. Donc, c'est ce qui est abordé dans ce livre. Donc voilà, tout un mélange de plein de sujets, donc racisme, santé mentale, dépression postpartum, culture mohawk, activisme, voilà, plein de choses. Et j'ai trouvé ça très prenant. Vraiment, je l'ai lu en une soirée, puisque je l'ai commencé très tard par rapport à la date du book club, et en fait je l'ai lu en une soirée, je l'ai enchaîné et c'était très dur. C'est une lecture qui est dure, mais qui est aussi très intéressante et qui vient amener à se poser plein de questions et qui nous fait douter tout au long de notre lecture de ce qu'on est vraiment en train de lire, ce qui est vraiment en train de se passer. Et j'ai beaucoup aimé et je le trouve très intéressant. Je ne sais pas si je le recommanderais à tout le monde, notamment si par exemple vous venez d'avoir un enfant, ne lisez pas ce livre. Mais si certains des sujets que j'ai dit étaient invoqués dedans vous intéressent, n'hésitez pas, c'est vraiment une lecture intéressante. Et c'est un on-voice, donc vraiment, ça a beaucoup de poids. Et ça a donné des discussions très très intéressantes lors du book club, encore une fois, donc j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, c'était ma dernière lecture pour le mois de novembre. Comme je vous disais, des lectures très très variées, mais surtout des lectures très marquantes pour la plupart. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Si vous avez lu notamment Après nous les oiseaux, Le feu de la sorcière ou And Then She Fell, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi parce que j'ai encore beaucoup de choses à en dire, mais je peux pas le faire ici sinon je vais spoiler. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler si vous les avez lus aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt.